C'était un événement religieux, mais on aura beaucoup scruté le fait politique à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Cette poignée de main décortiquée sous tous les angles. La magie de la technologie a tenté fait croire à une poignée de main enthousiaste entre deux personnes qui se sont manifestement manquées, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Tantôt la chronique a laissé entendre que la poignée de main était froide, pour ne pas dire du bout des doigts. Toujours est-il que le khalife général des Mourides, et c'est tout à son honneur, a réussi la prouesse que même le lancement du dialogue national n'avait pas réussi. Réunir Wade, Macky. Mais une poignée de main, et après, ce sera un des thèmes de notre discussion d'aujourd'hui. Nous parlerons d'autres sujets avec nos invités. À ma droite, Abdoulaye Seck, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Vous êtes économiste du développement, consultant surtout en préservation des risques. En face de vous, Mamadou Aïdara Diop, bonjour. Bonjour Abdoulaye. Fraîchement retraité, salarié cadre de la Sonatel et surtout secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel. Ça nous aidera beaucoup à y voir clair dans l'écosystème des télécoms et l'arrivée du Free qui a secoué l'oranger, c'est peu que de le dire. Mais messieurs, nous sommes en pleine semaine de rentrée scolaire. J'imagine si vous n'aviez pas encore des enfants en bas âge qui ont fait leur rentrée, vous avez vécu cette rentrée scolaire encore avec certainement anxiété puisque le Ubitei Diangetei a encore du mal à prendre. Le jour de la rentrée, on a presque cherché les clés pour ouvrir les salles de classe. Si ces salles étaient accessibles, bien entendu, puisque beaucoup d'établissements étaient encore envahis par les eaux. Abdoulaye Seck, très rapidement, est-ce que vous pensez quand même que le Sénégal gagnerait à définitivement faire sien ce slogan du Ubutei Diangetei, mais qu'on semble faire revenir juste la semaine qui précède la rentrée pour constater finalement qu'on n'y est pas du tout? Merci Abdoulaye. Vous avez démarré par me dire ce slogan. C'est toujours un slogan au Sénégal, le Ubutei Diangetei. Et moi je pense que c'est des réalités qui sont là et qui dépassent même un peu l'écosystème éducatif. C'est-à-dire que le cercle éducatif ne peut pas à lui seul résoudre. C'est un problème d'environnement, c'est un problème de cadre de vie, c'est un problème d'aménagement. C'est un problème beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à cerner et que seul le système éducatif ne pourra pas cerner. Donc c'est un problème global de cadre de vie et d'aménagement. Ça va au-delà des questions éducatives qui ont en fait leur propre sens autour des syndicats, des enseignants, du ministère, mais c'est un problème réel et qui dépasse même les contours du système éducatif. Mamadou Aïdara Diop, on a compris de l'exposé que l'école, c'est d'abord un tout. Il y a quand même l'acte 3 de la décentralisation qui confie beaucoup de prérogatives aussi aux collectivités locales. Vous avez une implantation locale certainement dans vos terroirs aussi. Est-ce que tout est mis en place pour qu'au niveau décentralisé, qu'on puisse véritablement prendre ce problème? Abra le corps, bonjour Ablaye, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de RFM. Et je suis très content d'être avec toi et avec Abdoulaye pour décortiquer un peu ces problématiques dont tu viens de parler. Malheureusement, c'est encore chimérique. J'ai comme l'impression que dans ce pays et dans la plupart de nos pays africains, on ne mesure pas suffisamment l'enjeu du savoir dans le développement économique et social. Le millénaire, ce millénaire-là, c'est le millénaire du savoir. Et qui parle de savoir parle de système éducatif. Or, nous avons un système éducatif où aucun des acteurs n'est content. L'État dit mettre 40% du budget national sur l'école. Les enseignants ne sont pas contents. Les enseignants ne sont pas contents. Les parents d'élèves ne sont pas contents. Alors, finalement, à qui profite toute cette manne-là? Aujourd'hui, dans le système scolaire de l'école privée, les gens ouvrent aujourd'hui et démarrent les cours. Démarrent les cours sans problème. Mais comment se fait-il que dans la sphère publique, nous ne parvenions pas à mettre en œuvre une stratégie qui permette de nous positionner sur un chronogramme? L'école doit ouvrir le 4 octobre, par exemple. D'ici le 4 octobre, à partir du mois de juillet, d'ici au 4 octobre, quelles sont les actions à mettre en œuvre en tenant compte des aléas de l'hivernage pour que le 4 octobre, qu'on soit à 95% prêt à travailler? Les collectivités locales, l'acte 3 a réalisé beaucoup de choses. Quand je suis allé à Hambourg, j'ai regardé. La ville s'est agrandie. Les écoles, il y a 27 quartiers. J'ai parcouru beaucoup d'écoles et à Hambourg, même Hambourg-Ville, il y avait des abris provisoires. Il y avait des abris provisoires à côté de la plage. C'est pas en zone rurale, mais il y avait encore des abris provisoires.
Malheureusement, le système est plombé et tiré vers le bas. Est-ce que les gens en ont suffisamment conscience? Parce que là, l'économie du savoir, c'est aujourd'hui la clé de voûte de toutes les perspectives de développement. On n'a pas besoin de savoir que Zuckerberg, le patron de Facebook, il a utilisé son cerveau pour aujourd'hui créer la plus grande entreprise au monde. Steve Jobs, la même chose, ils ont utilisé simplement le savoir. Or, nous avons de ce point de vue la possibilité de brancher directement sur ce qui fait l'avenir du monde. Malheureusement, nous ne semblons pas, nos autorités, les acteurs de l'école ne semblent pas, en tout cas pour ce qui concerne l'autorité politique, administrative, ne semblent pas prendre dans la pleine mesure de cet enjeu de développement et de cet enjeu de survie de notre continent, malheureusement le continent africain, qui est l'avenir, mais que nous ne faisons rien du tout pour garantir cet avenir que constitue le continent africain. Et c'est dommage. Vous avez été cadre dans votre vie active et surtout syndicaliste, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel. Je ne vous demande pas, Mamadou Aïdara Diop, de juger vos collègues syndicalistes aujourd'hui de l'enseignement qui, dès le premier jour, ont marqué le coup pour dire qu'ils boycottaient un groupe, beaucoup de syndicats, plus d'une vingtaine, dit boycotter la rentrée et se préparent à un conflit social si les revendications ne sont pas satisfaites. Est-ce que cette manière de faire aussi est probante dans un contexte du Sénégal d'aujourd'hui? Je dis, si on devait définir le terme grève, ce terme serait associé strictement aux syndicats enseignants, au Sénégal et en Afrique. Le processus syndical dans le monde enseignant est strictement, pour ne pas dire congénitalement. Bon, je pense que vous vouliez un peu les cheminots en France aussi, hein, qui sont très grèves aussi. Les cheminots, je parle de l'Afrique. Partout en Afrique, le mouvement syndical enseignant. C'est vrai que la demande est là, les préoccupations. On ne peut pas faire une école sans les enseignants. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire une école sans les apprenants. Mais je pense que nous devons pouvoir trouver un minimum de consensus. Un minimum de consensus pour faire en sorte que ce système éducatif où nos enfants, pour la plupart, les enfants de ceux qui n'ont pas les moyens d'adresser l'école privée, de la 6e à la terminale, au moins qu'on les mette dans un environnement qui leur permette de s'épanouir. C'est vrai que la demande, le syndicat, sa raison d'être, que je conteste d'ailleurs, et la satisfaction des intérêts matériels et moraux de ses mandants. Mais le syndicat n'est plus simplement ça. Le syndicat, ce n'est plus simplement la satisfaction des préoccupations des mandats. Le syndicat, c'est la prise en charge du système dans lequel évoluent les mandats. Si ce système ne marche pas, on ne peut pas faire en sorte que les mandats puissent avoir leurs problèmes qui soient pris en charge correctement. Si l'école ne marche pas, l'enseignant ne peut pas avoir son pain beurré. Donc, organisons-nous pour faire en sorte que l'école marche. Et si l'école marche, on va faire marcher ce système, y compris l'enseignant, qui en est un des moteurs. Je me surprends presque à devoir faire le syndicaliste dans cette séance pour vous dire que les syndicalistes disent souvent que ce n'est pas de leur responsabilité quand même. Il y a ceux qui ont la responsabilité de trouver des solutions aux problèmes qui sont posés. Co-auteur, co-acteur, co-responsable. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de la co-construction. Aucun élément d'un système ne peut se détacher pour dire ce n'est pas de ma responsabilité. Moi, ma responsabilité, c'est qu'on me règle mes revendications. Non. C'est un discours que vous aviez quand vous étiez syndicaliste actif? Mais absolument. Moi, quand j'étais syndicaliste actif, je marquais mon désaccord par rapport à ce terme de défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, des salariés. Non. Il faut défendre l'entreprise dans laquelle se trouvent les salariés. Et quand l'entreprise performe, à ce moment, on pose le problème de la répartition équitable des richesses collectivement réalisées. Parce que la création de richesses, il y a une responsabilité du manager, mais il y a une responsabilité du salarié qui doit se mobiliser, qui doit s'engager avec une claire perception des objectifs. Parce qu'il aura été co-auteur de la définition de ces objectifs-là, sans prendre la place du manager, co-auteur, co-acteur, co-responsable. Abdoulaye Seck, on ne va pas les brûler, nous, syndicalistes, quand même. Non, pas du tout, mais je pense qu'effectivement, ce qu'il vient de dire là, c'est très important. Bon, mais tout ça doit être réalisé autour de l'État. Qu'est-ce qu'on doit faire? Aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau de la santé, nous devons aller vers quand même la signature de contrat de performance. Sur une certaine planification qui intègre, qui met au cœur l'enseignant et l'État. L'enseignant, l'apprenant et l'État. C'est-à-dire qu'on doit, à partir de
par exemple 2019, dire d'ici à 2022, l'État envisage de mettre tant dans l'éducation comme enveloppe financière. Maintenant, cette répartition-là doit se faire par les acteurs et pour le secteur. Et tout le monde saura que d'ici à 2022, oui, nous voulons faire ceci, faire cela, mais ça ne peut pas être réalisé dans cette année-là parce que nous avons prévu au terme de la planification globale avec l'État. C'est des arbitrages qu'il faut faire. C'est des arbitrages qu'il faut faire et dire aux gens que nous n'avons pas la possibilité d'aller au-delà de cette enveloppe en 2022. Je précise quand même qu'on sortait juste avant cette rentrée scolaire d'un séminaire où le gouvernement a appelé l'ensemble des acteurs de l'éducation se sont retirés à Saly. Au sortir de ce séminaire, le ministre de l'Éducation lui-même communique pour dire qu'on part vraiment sur une année apaisée, tranquille, et on s'est mis d'accord à peu près sur tout. Oui, mais comment comprendre en vérité, Abdoulaye, l'année, la couleur de l'année, ou en tout cas, comme on dit souvent, ne dépend pas de ces déclarations du ministre de l'Éducation nationale. Parce que le ministre de l'Éducation nationale, comme je l'ai dit tantôt, n'a pas toutes les clés pour régler le problème de l'enseignement, pour régler le problème des syndicats. Si nous planifions au départ ce que nous voulons faire sur 3 années, on permettra de dire par exemple 50% des enseignants, on parle là des avancements, on parle là des avantages, mais qui seront planifiés suivant une certaine période. Et ça permettra aux gens de dire oui, pour cette année, nous devons nous attendre à temps parce que nous savons que l'enveloppe financière destinée à l'éducation, c'est temps. Si nous n'arriverons pas à trouver des consensus autour de ces concepts-là, il sera extrêmement difficile de demander aux syndicats de surseoir à certaines revendications, de demander aux syndicats de ne pas demander les reliquats ou les arriérés en tout cas qui leur sont dus, ou de demander aux syndicats de ne pas aller en grève de sorte spontanée. Abdoulaye Seck, économiste de développement. Je pense sur cet aspect développé par Abdoulaye, il y a aussi que les enseignants, les travailleurs de manière générale, peuvent être frustrés en regardant le comportement des autorités par rapport, leurs relations par rapport aux deniers publics. L'exemplarité ne se trouve pas souvent là-bas. On est là, on vous nomme directeur général, on vous nomme ministre, les gens se disent c'est un délégué. Un an après, tu as ta villa, tu as des attributs énormes qui ne correspondent pas à un revenu. Donc les gens ne peuvent pas être dans une situation de voir tous les jours ces extravagances et se dire voilà, nous on met le bémol sur nos revendications. Donc il faut un leadership très fort, un leadership articulé autour de l'exemplarité de nos dirigeants. Ils doivent être exemplaires et avoir des rapports sains. Inspirer confiance. Inspirer confiance et avoir des rapports sains avec les deniers publics. Donc nos dirigeants doivent donner l'exemple, donner le ton. C'est ce leadership-là, articulé autour de l'exemplarité, l'éthique et des rapports sains avec les deniers publics, avec les ressources du pays, qui permettront à l'ensemble du reste de la population de suivre et de rentrer dans le canevas tracé par ces dirigeants. Nous allons d'ailleurs rester avec vous. Merci pour la transition. Et finalement, ça nous ramène à cette poignée de main entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, qui sont en brouille depuis plus de 7 ans maintenant. On a l'impression qu'après cette poignée de main, à Massalikul Jinan, le pays était presque sauvé. Est-ce que c'est l'impression, la perception que vous en aviez eue? D'abord, Massalikul Jinan, je salue... Vous distinguez le fait religieux du fait politique. Ouais, on l'avait déjà fait, le fait religieux. Je salue un peu le leadership des religieux. Je donne l'exemple, Ablaye. Toi, tu es de Mbour. Tu regardes la mosquée Serigne Cheikh, qui se trouve à côté de la gare routière de Mbour. Cette mosquée, la devanture, elle est nickel, propre. Mais à côté, il y a la gare routière. Tu vois un visage hideux de cette gare routière-là. Des gargotes, des trucs. Alors que la mosquée, il n'y a pas de gardien. Il n'y a pas de vigile, il n'y a pas de force de l'ordre. Mais la façade de la mosquée est clean, nickel. Parce qu'il y a un leadership derrière qui donne le ton. Alors qu'ailleurs, il n'y en a pas. Cette poignée de main, au-delà de ça, c'est quoi? Abdoulaye Wade, il a donné la main à Macky, mais il a la préoccupation de son fils. C'est la réalité. Et aujourd'hui, il est prêt, en obtenant ce qu'il cherche pour son fils, de rentrer dans le dialogue national, y compris de mobiliser certains de ces éléments pour rentrer dans un gouvernement. Peut-être pour faire même la recomposition d'une partie du pacte libéral. Vraiment, les enjeux, est-ce qu'il y a un deal? Parce que l'amnistie, on n'a jamais vu dans aucun pays du monde une amnistie qui est octroyée. L'amnistie, ça se négocie. Ça se négocie. Et si ça se négocie,
Ça veut dire que je lâche. Qu'est-ce que vous voulez en contrepartie? Voilà. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est que si Karim doit venir, on l'amnistie. Maintenant, est-ce que nous sommes dans un environnement de vérité et réconciliation, comme ce qui s'est passé au Rwanda, comme ce qui s'est passé en Afrique du Sud? On n'est pas dans les mêmes situations. Oui, mais c'était des situations où il y a eu du sang, mais ceux qui ont contribué à organiser la vérité et réconciliation, ils ont amené les auteurs à reconnaître et à la société de reconnaître qu'ils ont été coupables et permettre à la société de pardonner, d'oublier. Mais ici, c'est autour de deniers publics. Que ce soit Karim, que ce soit Khalifa, c'est d'histoire d'argent. Malgré l'amitouflage politique, mais il y a des questions de sous. 136 milliards ou 138 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? On peut les passer par pertes et profits sous l'autel de la réconciliation nationale. Est-ce qu'on peut passer ça sous la question de l'éthique et du rapport qu'ont nos autorités politiques et gouvernementales par rapport aux deniers publics. On peut bouffer l'argent du contribuable et se retrouver, faire fumer le calumet de la paix et ni vu ni connu. Abdoulaye Seck, ce serait probant d'en arriver là, amnistier des faits sous l'autel de... Allez, on va dire parce qu'on se réconcilie, parce qu'il y a les réconciliations nationales. Cette poignée de main-là, bon, ce qui est salutaire, c'est que ce qu'a réussi, la prouesse qu'a réussi Serigne Mountakha Bachir. Donc, nous lui tirons notre chapeau. Et que tout ce qu'il entrevoit comme bienfait pour le Sénégal puisse tomber dans notre cher pays, parce que nous en avons gravement besoin. Maintenant, également, moi, je partirai un peu du contexte dans lequel cette poignée de main-là est arrivée. Pour dire également, est-ce que cette poignée de main-là, au-delà des symboliques, est-ce que c'est important? Moi, je pense que sur plusieurs plans, c'est très important. Parce que nous sommes dans une situation qui est un peu difficile actuellement. Nous avons un nouveau système, en tout cas, un nouveau président qui vient d'être élu. Et on n'a pas encore senti un véritable décollage par rapport depuis les élections. Est-ce que la suite serait d'aller plus loin, d'aller comme l'a énoncé Aïdara Diop, d'arriver à une amnistie de certains faits qui accablent Karim Wade, puisque la poignée de main, c'est entre Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et Abdoulaye Wade ne fait pas de mystère d'ailleurs autour de ce qu'il veut réellement. Oui, mais d'abord pour le Sénégalais lambda, pour notre pays. Non mais d'accord, mais pour vous. Oui. Je dis pour le pays, c'est-à-dire quel intérêt de cette poignée de main pour le pays d'abord? Pour le pays d'abord, moi je pense que c'est une poignée de main qui pourrait participer un peu à pacifier les relations, à pacifier un peu le climat socio-économique, à permettre certains, par exemple... Mais est-ce qu'on n'a pas créé une sorte de tension juste artificielle? Parce que c'est pas parce que quelqu'un est en prison ou parce que quelqu'un a maille à partir avec la justice que le pays est forcément en tension. Non, c'est pas une tension artificielle. Le dossier Karim Wade est un dossier qui commence à durer maintenant. Oui, mais c'est un problème politique. Mais oui, c'est un problème politique, mais l'aspect politique ne peut pas être distrait carrément de l'aspect socio-économique parce que ça reflète de certaines tensions au niveau même pays. Mais comment on fait? Est-ce qu'il faut que le pays s'arrête à chaque fois qu'il y a de la tension politique entre deux acteurs majeurs? Non, du tout. C'est pour dire effectivement que, par exemple, au moment où, par exemple, le président Macky Sall venait pour son premier mandat avec l'équipe de Benno Bokk Yakaar, tout le monde disait, tous les Sénégalais, presque tous ceux qui l'ont élu disaient que, par exemple, arrêter Karim Wade est une question est même une demande sociale. On l'avait présenté comme étant une demande sociale. Et d'ailleurs, c'était le fait consolidant de Benno Bokk Yakaar. Parce que nous sommes en stratégie politique. Et moi, sous cet angle-là, je suis très impressionné par la qualité stratégique de la démarche du président Macky Sall. Parce que si nous regardons les deux cas, dans tous les côtés, c'est-à-dire du côté de la mouvance présidentielle comme du côté de l'opposition, avec Karim Wade ou avec Khalifa Sall, le président Macky Sall est en train de poser des actes qui, effectivement, ne peuvent pas agréer la totalité de l'ensemble des membres de la grande coalition de Benno Bokk Yakaar. Parce que ce sont des actes qui ne sont pas favorablement, qui ne sont pas en tout cas totalement en phase avec leurs aspirations ou ce qui les liait dans leur compagnonnage avec le président de la République Macky Sall. Tout à fait au début. Donc, ensuite, au niveau de l'opposition, il est en train de poser des actes qui peuvent créer, en tout cas, d'autres chamboulements qui peuvent même faire exploser les grands ensembles qui existaient au niveau de l'opposition. Mais est-ce que vous croyez que tout peut tenir à un jeu de calcul d'épicier? Je fais ceci pour casser l'élan de l'opposition, je fais ceci pour tirer profit dans mon propre camp, parce qu'en perspective des lendemains peut-être pas faciles dans la coalition même présidentielle. Est-ce que tout peut tenir à ça pour un président de la République? D'autant qu'on le pense à son dernier mandat.
Oui, mais vous savez, pour un président au cours de son dernier mandat... Abdoulaye, je vous le dis comme je le pense. Je sens vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Moi, je vous pose directement la question. Non. Est-ce que tout peut tenir à un jeu de calcul? C'est au-delà de ce jeu de calcul. Parce que pour un président qui est à son second mandat, ce qui est important pour lui, c'est de faire quelque chose pour la République, c'est de faire quelque chose pour le pays. Mais j'ai commencé par dire que depuis que le président Macky Sall a été réélu, on n'a pas senti qu'on a encore commencé à travailler au Sénégal. Et ça, c'est à sa propre perte lui-même, le président Macky Sall. Donc, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'on l'a mis en place? On n'a pas encore senti que les choses sont en train de bouger. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas que le président Macky Sall et son équipe bougent. Alors, si on continue dans cette même sphère, le président Macky Sall ratera le train de l'histoire par rapport à ses prédécesseurs. Donc, il a tout un intérêt à ce que le climat social et économique soit pacifié pour lui permettre de dérouler un programme lui permettant d'être dans cette cour-là des gens qui laisseront en tout cas pour la postérité des choses que nous rappelons toujours le président Macky Sall. Donc, moi je pense que sous cet angle, il a son intérêt parce que je ne pense pas qu'il y ait des calculs extrêmement politiques. Parce que s'il y avait des calculs extrêmement politiques, le président ne prendrait pas des actes qui pourraient aller à l'encontre même des intérêts de certains de ses alliés qui sont dans la grande coalition de Benno Bokk Yakaar. Donc maintenant, là où maintenant je rejoins un peu votre analyse, c'est est-ce qu'il l'a fait, comme vous l'avez dit, pour s'aménager en tout cas des lendemains tranquilles. Donc c'est tout l'intérêt maintenant de la stratégie bien en avant et que l'histoire, le futur, en tout cas dans l'avenir proche, nous donnera des explications très claires pour ne pas faire de la météo politique. Parce que... On avait presque anticipé en parlant de Karim Wade sous le prisme Wade-Macky, mais il y a le troisième larron en foire, comme nous l'avons dit dans cette bande-annonce, Khalifa Sall. Est-ce qu'il trouvera sa place dans ce, j'allais dire, jeu d'échecs sur l'échiquier politique? Très rapidement, après Abdoulaye Seck. D'abord sur Karim, sur le PDS, Macky Sall. Macky, il a mis en place une stratégie. Bon, il veut paraître comme quelqu'un comme une colombe, la paix, mais politiquement, moi je n'ai pas vu quelque chose qui ait été une bourrasque politique telle qu'il soit obligé d'appeler pour faire. Parce que jusqu'à présent, avant les élections, il a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu des manifestations tous azimuts de l'opposition. Mais il a géré, il a travaillé. Après son élection, qu'est-ce qui s'est passé politiquement? Il n'y a pas eu de grosses manifestations en dehors de 2 manifestations politiques à la place de l'Obélisque. Ça ne l'a pas empêché de dormir. Il est allé même voyager, laisser les gens marcher. Mais la réalité, c'est que le gouvernement ne s'est pas mobilisé pour être au service des préoccupations des Sénégalais. Et ça, c'est énorme comme retard. Il est dans son dernier mandat et je suis persuadé que lui, il est dans son dernier mandat. Je pense qu'il a tiré les leçons de l'histoire, qu'il s'inscrit bien dans son dernier mandat. Et les enjeux de nos ressources naturelles et autres à l'horizon de la prochaine présidentielle sont tels qu'il faut qu'on travaille à asseoir les bases d'une exploitation judicieuse et rationnelle au profit du développement économique et social. Donc, il n'a pas cette contrainte majeure politique. Maintenant, il a pris des actes. Ablaye, le président Wade doit négocier l'amnistie de Karim pour essayer de recomposer à l'intérieur la famille libérale. Mais Khalifa... On va reprendre sous le prisme d'une déclaration du président de la République. La grâce, il disait que ce n'est pas quelque chose qui se négocie, ça dépend de son bon vouloir. On peut l'imaginer aussi pour l'amnistie, même si c'est une loi d'amnistie qui devrait être votée par l'Assemblée nationale. On ne va pas se mentir, ce sera inspiré par le président de la République lui-même. Vous pensez qu'il l'inspirera de son propre chef ou ce sera quelque chose de très négocié? Ablaye, je vous ai dit que dans aucun pays au monde, on n'a jamais vu l'amnistie être octroyée. L'amnistie, ça se négocie. Les prochaines étapes, c'est la négociation de l'amnistie. Je lâche ceci, tu es prêt à lâcher quoi pour qu'on arrive? Même si c'est le président qui l'inspire à travers un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale ou une initiative parlementaire, mais ça doit s'adosser à des négociations avec des termes entre les deux parties. Je lâche ceci, je lâche ça, cela, on converse vers truc. C'est sur cette base qu'on assoit l'amnistie. À partir du Parlement ou à partir d'une initiative présidentielle sous forme de projet de loi. Ce sera exactement ça. Autrement, ça ne peut pas se faire.
Moi, Macky Sall ne dira jamais à Karim, bon, rentre, efface tout. Mais il va discuter. On parle de Khalifa aussi, la grâce, machin. S'il doit bénéficier d'amnistie, ce sera au terme de négociation. Et vous avez posé la question, quitte de Khalifa dans cette nouvelle configuration. Dans la nouvelle configuration, Khalifa va retourner au Parti socialiste. Personnellement, je ne le pense pas. Parce que ses partisans parlent de se retrouver en dehors du parti dans le cadre d'une grande coalition. C'est possible. Si Khalifa s'engage à mettre en place cette coalition, cela veut dire qu'il va mettre en place son propre appareil politique. Est-ce qu'il aura le temps de mettre en place cet appareil? Est-ce qu'il va... En tout cas, c'est ouvert. Maintenant, revenir au Parti socialiste, ça me semble être très aléatoire. Avec ce que le Parti socialiste a fait, le processus qu'ils ont mis en place au sein de Benno, à l'intérieur du parti, au sein de Benno Bokk Yakaar, je ne pense pas que, même si Khalifa devait revenir dans le Parti socialiste, certains quitteront pour aller probablement grossir le rang du camp présidentiel sous forme organique. Certains, moi je vois certains qui, Khalifa revient, ils vont grossir les rangs du parti. Le PDS, oui. L'APR aussi. Une reconfiguration qui se profile. Le camp de Omar Sall, Amadou Sall et autres, ils sont en train de discuter pour revenir pour conforter leur dialogue. Vous les voyez déjà dans l'APR? Je les peut-être pas dans l'APR, mais dans un gouvernement ou dans une coalition, et leur expertise politique, leur expérience politique, par rapport à l'APR qui n'est pas structuré, où il y a personne n'est le dirigeant de personne. Bon, ça n'a pas semblé beaucoup aider le PDS non plus. Hein. Donc, si ces personnes-là viennent, c'est plutôt l'APR qui aura des difficultés. C'est plutôt à l'APR où il y aura des difficultés. Donc ça rejoint ce que je disais, la stratégie politique que j'ai lue dans cet acte de Macky Sall. J'avais dit qu'en fait, tous les grands ensembles vont quand même subir des refondations, vont subir des rebondissements à partir de cet acte posé par le président Macky Sall. Il est le seul à parler avec tout le monde. Il parle avec Abdoulaye Wade, il parle avec les Oumar Sarr, comme il vient de dire, il parle avec d'autres, alors que les autres ne se parlent pas. Dans cette ancienne PDS, Oumar Sarr et les autres ne parlent pas avec Abdoulaye Wade. Et il a également profité de l'occasion pour faire sortir Khalifa Sall. Quelle que soit la forme, il est sorti. Khalifa Sall, comme il l'a dit, même à côté de sa maman, la mission de Khalifa Sall est déclinée, c'est très clair. Il doit aspirer à diriger le Sénégal. Donc s'il doit aspirer à diriger le Sénégal, ce qui veut dire qu'il a besoin d'une majorité et d'un appareil. Donc sa coalition, jadis sa coalition avec les autres, ce qui fait qu'effectivement, il a commencé, j'ai dit, il y a nécessairement une recomposition au niveau de l'opposition, où il y aura beaucoup plus à côté des classiques comme, qui sont carrément dans l'opposition comme Sonko et les autres. Il y a d'autres qui vont se positionner et qui doivent, au prix de leur négociation sur leur possibilité de participer, tout faire pour être en phase avec les présidents de la République pour pouvoir participer aux prochaines élections. Je veux nommer Karim Wade et Khalifa Sall. Donc, vous voyez, il est un peu maître des cartes. Et ça lui permet également de pouvoir c'est ce que je disais, de pacifier un peu le climat socio-économique pour pouvoir commencer à dérouler et mettre en place des projets et programmes qui permettront au président Macky Sall de véritablement démarrer son mandat. Donc là, effectivement, il a les clés et à partir de ces actes qu'il vient de poser. Parce que même au niveau de Benno Bokk Yakaar, vous avez vu quelqu'un contester ces actes? Souvent, on nous disait que le président Macky Sall agit sous la pression, le président Macky Sall n'est pas libre. Mais il a montré à travers ces actes-là qui ne sont pas totalement en phase avec les aspirations des grandes composantes de Benno Bokk Yakaar, qui pour eux, il fallait faire tout pour gommer Abdoulaye Wade, le PDS, son fils et ainsi de suite, qui pour eux, il fallait couper tous les ponts avec le PDS et les anciens, et tout ce qui tournait autour du PDS. Donc ça, ce n'est pas des actes qui sont dans le sens de les conforter dans leur action de proposition. Donc ce qui fait que... Et pourtant, ils n'ont pas encore contesté le président Macky Sall. Donc, sous cet angle, il est maître du jeu. Et les gens sont obligés de lui parler et de ne pas se parler. Donc moi, ce que j'ai vu en termes de stratégie politique, en termes de génie politique, en tout cas de stratégie très approfondie qu'il a mis en place et qu'il est en train de dérouler avec son propre agenda. Abdoulaye Seck, nous en parlons, c'est vrai, dans le cadre de cette émission, un peu tranquillement dans ce studio, mais ça peut paraître fastidieux quand même à gérer tout ça. Ça vous inquiète, vous, l'économiste, de vous dire, mais finalement, à quel moment on s'occupe des vrais problèmes? Vous le sentez? Il n'y a pas encore ce déclic, ce décollage-là à la suite. Ce que j'ai dit, malheureusement, on n'a pas encore démarré. Et le temps ne nous attend pas. C'est vrai que sous plusieurs secteurs, j'ai même taquiné tout de suite un ami en disant que même les membres du gouvernement ne sont pas encore connus par certains.
Donc, ce qui veut dire qu'encore, on est en train de tourner en rond. Mais alors, jusqu'où nous devons aller dans cette stratégie-là? Alors que dans le monde actuel, les problèmes sortent de partout. La hausse du prix des barils de pétrole, qui est en train d'impacter sur en tout cas, dans les produits de première nécessité qu'on avait un peu bloqués, pour permettre à ce qu'on ne sente pas ces réductions. Mais si vous regardez les dernières recommandations du FMI, de la Banque mondiale, des experts qui sont là, ils disent oui, ce qu'ils veulent, c'est qu'on laisse la vérité des prix s'éclater. Mais ça peut créer encore d'autres tensions beaucoup plus importantes que ce qu'on est en train de vivre. Donc là également, c'est ce que je disais, hein, c'est effectivement la population qui est en train d'attendre comme ça, et sans pour autant qu'il y ait des éclaircies pour leur montrer sur quelle direction nous devons aller. Donc c'est extrêmement difficile actuellement pour le Sénégalais. C'est pourquoi je disais que, tout à fait au début de mon intervention, regardez le contexte dans lequel cette poignée de main-là est arrivée. C'est très important. Regardez ce contexte, avec un président qui vient d'être élu, qui n'a pas encore démarré ses programmes. Et actuellement, toutes les certitudes, en tout cas tout ce qui permettait à ce que le cadre macroéconomique soit un peu plus propice à mettre en place des projets et programmes, le cadre macroéconomique était devenu un peu plus, en tout cas, agréable par rapport à ce qu'on avait vu en 2010-2011 du temps avec le baril de pétrole. Mais maintenant, tout est chamboulé. Nous avons subi dernièrement une hausse des prix pétroliers, mais que nous dit encore que dans 2 mois, on ne va pas suivre les mêmes choses? Parce qu'on est obligé d'aller rechercher encore d'autres appuis financiers, d'autres fonds. Nous avons lancé sur le marché pour lever des fonds. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc il y avait tellement d'alertes sur le plan socio-économique, tellement d'alertes qui peuvent, en tout cas en un mot, stimuler certaines tensions sociales, surtout si certains programmes ou projets ne sont pas améliorés, ou en tout cas certaines actions ne sont pas posées dans le court terme, j'ai dit, dans le court terme, pour permettre à ce qu'on puisse quand même dépasser cette situation qui est extrêmement difficile pour le Sénégalais. Et sur cette question, dernier mot rapidement, qu'on avance, allez-y. L'environnement, effectivement, nos relations avec nos partenaires techniques et financiers sont assez difficiles de l'État, parce qu'il y a une très forte pression pour appliquer la vérité des prix sur l'électricité. Le président Macky subit des pressions très fortes pour enlever la subvention qui est mise sur l'électricité. Malgré l'existence du fonds de soutien à l'énergie qui est là et qui collecte des dizaines de milliards à partir des entreprises qui performent et autres, mais il y a une très forte pression pour amener l'État à lâcher la subvention sur l'électricité. Et l'effet boule de neige que ça va faire, l'effet inflationniste sur l'ensemble de notre système économique, c'est énorme. Donc nous sommes dans cette situation-là. Or, dans l'opérationnalisation des choses, le président, dès son élection, il a dit « Je supprime le poste de Premier ministre pour aller en fast track ». Mais aujourd'hui, quel est le véritable programme qui a été mis en œuvre, opérationnalisé ou initié? Nous sommes sur le terre, on avait parlé d'inauguration, machin, ça ne bouge pas trop. Il y a le port minéralier, il y a encore des choses. Il y a de gros dossiers, le fer, tout ça, mais il faut qu'on se mette au boulot. Qu'on se mette au boulot et rapidement. Et je le disais, c'est la question du leadership. Nous n'avons pas un leadership entraînant qui puisse tracer la voie et amener tout le monde. Regardez le Cap-Vert. Ils sont dans des alternances régulièrement. Et ils sont aujourd'hui très bien positionnés du point de vue de la croissance économique, du point de vue de la gouvernance. Regardons le Botswana. Il bouge. Même la Zambie, ça bouge. Mais attends, nous au Sénégal, comment est-ce que nous ne pouvons pas faire en sorte que nous nous stabilisons sur le plan politique, qu'on trouve des consensus forts sur les problématiques politiques électorales pour mettre en œuvre les stratégies économiques qui doivent sortir notre pays de l'ignorance. Pourtant, les institutions, notamment FMI, donnent de très bons indicateurs. Non, mais ils donnent de très bons indicateurs sous leur prisme. Ça, c'est la diplomatie. Mais la question de la pauvreté, là, on a une école qui ne démarre pas. Et la question de l'éducation est au centre de tous les gros projets. Pourquoi le FMI, la Banque mondiale, parle de dimension sociale des programmes économiques et autres? Parce qu'ils ont senti que les programmes d'ajustement, les programmes de redressement économique et financier ont laissé en rate énormément de choses qu'ils sont obligés de rattraper.
ils sont obligés de rattraper, ils mettent la pression même sur les entreprises, les grandes entreprises, les multinationales, pour leur dire, attention, vous devez avoir une dimension sociétale, RSE, qu'on institue en stratégie à partir du Global Compact. Donc, ce n'est pas seulement les institutions internationales qui sont dans ce retour à la dimension sociale des programmes économiques, mais ils en imposent même aux entreprises. Cela veut dire que leurs stratégies n'ont pas permis de décoller. Donc, il nous faut arriver à partir de ce moment à réfléchir, tout en ne pas rester dans une autarcie. Nous ne pouvons pas avoir une approche provinciale de nos relations avec le reste du monde. Nous devons travailler avec eux, mais élaborer nos propres politiques. Au Rwanda, je suis allé au Rwanda en 2010, j'ai discuté avec des gens, les bailleurs de fonds sont venus apporter de l'argent, ils disent on n'a pas besoin d'argent dans ce secteur, on a besoin de ça, dans ça. Et ils sont restés fermes. Finalement, les gens ont tourné. Ils sont revenus les trouver dans l'agriculture. Ils sont venus les trouver dans l'éducation. Ils disent, ok, nous prenons votre argent, mais nous le mettons ici. Mais tant que nous n'avons pas ce leadership qui permet de dire, non, je ne veux pas ça, et avoir tout son peuple derrière pour engager la bataille et la mobilisation pour donner. C'est une bataille de souveraineté pour vous? Une bataille de souveraineté et un leadership qui puisse impacter positivement sur la mobilisation des ressources humaines du pays pour soutenir ou ne pas soutenir une certaine orientation. Pas dans des perspectives de politique politicienne, mais vraiment sur des paradigmes de développement articulés à une compréhension collective des enjeux, à une mobilisation collective de nos ressources pour des projets partagés et des progrès partagés. Je pense que tant que nous n'avons pas ça, on ne va pas s'en sortir. Abdoulaye Seck, rapidement sur cette question. Moi, je pense qu'effectivement, ce qu'il a dit, il a cité le cas du Rwanda, il a cité le cas du Cap-Vert. Mais si vous avez la chance de visiter ces pays, vous verrez que le cadrage est déjà sur place. Il y a des alternances qui peuvent se produire, mais les fondamentaux restent les mêmes. Oui, mais au Sénégal, on n'a pas cette chance. Voilà, au Sénégal, on n'a pas cette chance. On a, oui, les institutions de nom, l'Assemblée et tout, mais celui qui vient, il forge ces institutions-là à sa guise. C'est-à-dire, il vient, il met ses hommes. Ils ont toujours la possibilité de mettre des hommes, ils ont toujours la possibilité de changer les trucs. Et que, si vous regardez bien, le cadrage au niveau macroéconomique, le cadrage au niveau des finances, la définition et les priorités, vous voyez que, si vous regardez bien la nomenclature, c'est une nomenclature qui est dépassée. Il y a des chapitres, il y a des sous-chapitres qui sont inscrits dans cette nomenclature-là et qui ne répondent plus aux aspirations de nos populations. Ce qui veut dire qu'il y a un travail extrêmement important à faire dans le cadrage, mais également dans la définition des procédures et des nomenclatures. Donc, ce qui veut dire que nous avons un besoin de travailler d'abord fondamentalement à l'interne pour pouvoir exprimer à l'unisson, comme il l'a dit. J'ai dit à l'unisson, c'est-à-dire avec un leadership partagé et que tout le monde puisse partager, en tout cas une gestion participative qui permettrait à chacun, aux uns et aux autres, de définir leurs propres propriétés et en tout cas leurs propres aspirations qui permettraient à ce qu'on agrège pour avoir un programme national. Malheureusement, au Sénégal, ce n'est pas le cas. Abdoulaye Seck, économiste du développement. Aïdara Diop, vous allez nous être utile pour aborder ce dernier point. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement pour en parler. Sur le réseau quand même, on a l'impression que Orange, qui est un opérateur majeur, l'opérateur historique au Sénégal, on a l'impression qu'Orange n'a pas vu venir l'arrivée de Free qui secoue le réseau, en tout cas qui a presque déstructuré tout ce qu'il y a comme offre. Je poserai la question à notre économiste si c'est salutaire cette concurrence, mais je ne vous demande pas de déflorer la stratégie d'entreprise. Vous n'y êtes plus, vous avez été secrétaire général du syndicat des travailleurs de la Sonatel, mais dans la stratégie d'entreprise, comment ça se peut, cette façon de faire, ou de réagir plutôt? Non, je pense que l'arrivée de Free, moi je salue, je salue vraiment l'arrivée de Free, qui est une excellente chose en soi. Qui remplace Tigo, Tigo soit dit en passant, voilà. Ils ont fait un rebranding et ils ont adopté une démarche marketing que j'appellerais une démarche tonitruante. En 48 heures, ils ont secoué le cocotier et tout le monde a parlé de Free. Vous voulez dire l'oranger? Free, ils ont secoué l'oranger. Donc en 48 heures, tout le monde, on ne parle que de Free. C'est une excellente initiative sur le plan marketing, c'est la démarche tonitruante. Mais cette arrivée de Free, elle va être bénéfique pour les clients, elle va être bénéfique pour le secteur en termes d'investissement, elle va être bénéfique pour le secteur en termes d'emploi décent, elle va être bénéfique pour l'État en termes d'accroissement des recettes, si et seulement si.
il y a un cadre réglementaire qui organise de manière indépendante et autonome toute cette activité. Je parle de l'ARTP. Mais le cadre, il est déjà là. Il est là. Il est obsolète pour vous par rapport à l'écosystème qui est là aujourd'hui? Peut-être pas obsolète. Et j'ai l'impression d'ailleurs que du côté d'Orange, on semble se réfugier derrière l'arbitrage de l'autorité de régulation. En quoi ça peut être utile dans cet environnement concurrentiel? En fait, les opérateurs ne se réfugient pas parce qu'on a créé un cadre légal et réglementaire qui accompagne l'ouverture du marché. Ça a été mis en place une autorité de régulation organisée par une loi et qui dispose de l'organisation et de la gestion du secteur, qui octroie des concessions et qui signe des cahiers de charges avec les opérateurs. C'est à partir de ces prérogatives qu'ils regardent qu'est-ce qui est fait dans le truc. Et l'autorité de régulation, déjà le 26, le 27 septembre ou le 25 septembre, déjà il donnait une mise en demeure par rapport à la mise à l'opérationnalisation de certaines offres par Free. Déjà, oui, mais comme ça avait été déjà fait à Orange aussi. Oui, à Orange, ils ont eu au mois de juillet un rappel à l'ordre et même la suppression de certaines offres. Mais est-ce que cette façon de faire les offres qui sont bénéfiques pour les usagers, est-ce que ce n'est pas obsolète aussi cette façon de réguler, de réglementer? Est-ce que c'est à ce niveau-là qu'il faut réglementer? Non, il faut réguler. Il faut réguler, il faut réglementer. La venue de Free en France a eu un impact positif sur les prix. Les prix ont baissé sur les 3-4 premières années. Il y a une baisse d'à peu près 16% sur les prix. Donc c'est bénéfique pour les consommateurs. Mais en contrepartie, il y a eu au bout de 3-4 ans un ajustement sur les emplois, globalement dans le secteur. Près de 30 000 emplois qui ont été mis en rade. Il y a eu des impacts sur les investissements les 3 premières années. Il y a eu des impacts, un fléchissement sur les investissements. Il y a eu un fléchissement sur les recettes fiscales engrangées par l'État. Et aujourd'hui, l'ARTP a un modèle économique. Et les opérateurs sont obligés de se conformer à ce modèle économique. C'est à travers ce prisme du modèle économique de l'ARTP qu'on va évaluer toutes les offres. Mais l'essentiel, c'est que la concurrence doit être organisée de telle sorte que le client soit plus satisfait en termes de qualité. Vous avez cité, je vais donner la parole à Abdoulaye Seck. Je finis avec vous, Aïdara Diop, Mamadou Aïdara Diop. Vous avez cité tous ceux pour qui l'arrivée de Free peut être bénéfique. L'État, les consommateurs, l'écosystème. Ça peut être un frein à l'essor du principal concurrent, notamment l'opérateur historique, que vous connaissez très bien? Non, ça ne peut pas être un frein à l'opérateur historique. Mais le frein que moi je crains, c'est le frein par rapport au secteur. Parce que Free aujourd'hui a besoin d'investir. Ils ont renouvelé, je pense, leur concession autour de 50 milliards, déjà avec Tigo. Ils ont dû payer pour la 4G, avoir une exploitation licence 4G, c'est des investissements lourds. Ils ont investi sur la fibre, mais il faut monétiser ces investissements-là. Monétiser ces investissements pour créer de la valeur et continuer à distribuer de la qualité à leurs clients, de la qualité, des tarifs compétitifs, accessibles à leurs clients. C'est important. C'est ça la finalité. On met en œuvre une stratégie pour qu'au final, le client puisse se retrouver. Mais pour que le client puisse se retrouver, il doit avoir de la qualité. Et ça, c'est des investissements sur les infrastructures. L'État aussi, qui a donné des licences, qui a octroyé. L'État travaille à partir des recettes fiscales. Il faut que les recettes fiscales de l'État puissent lui permettre de combler ses attentes du point de vue budgétaire. Si ça ne se réalise pas, à terme, l'État aura davantage de problèmes sur l'école, sur la santé, parce que les ressources vont s'améliorer. Mais est-ce que ce n'est pas un discours pour faire peur? Parce qu'on ne voit pas comment... Plus on a d'opérateurs, l'économie va le dire. Nous avons un troisième opérateur quasiment qui n'existe plus. Alors, moi je pense que Abdoulaye Seck, très rapidement, parce que sur le plan économique, l'arrivée de Free peut être bénéfique à l'économie, en termes de création de valeur, d'emploi, mais en termes également d'équilibre, surtout pour casser un peu le monopole. Nous ne sommes pas dans une situation de monopole, mais nous sommes dans une situation de semi-monopole avec quelqu'un qui domine carrément tout le secteur et tous les restes sont devenus inexistants. Mais, je dis un mais, et la concurrence sera relancée.
Maintenant, c'est également bénéfique pour les populations en termes de rapport qualité-prix, hein, en termes de rapport qualité-prix, mais en termes de couverture nationale. Parce que c'est évident que si vous allez dans certaines zones, pas plus loin que dans la banlieue de Dakar, il y a des zones où les couvertures sont devenues extrêmement difficiles, l'accès à l'Internet. À Kermassar, vous allez vers Niag, dans les zones là, la couverture par Internet est extrêmement difficile. Il y a toujours des problèmes de réseau. Donc, nous nous attendons à une amélioration sur le plan de la couverture nationale, mais également sur le plan de la diversité des choix, la portabilité des numéros. Mais tout cela, également, c'est pour dire relancer la concurrence. Mais il ne suffit pas, moi je suis encore très sceptique. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de faire une bonne politique de com, une bonne politique marketing pour réussir à détrôner un géant comme celui qui était là. Ou en tout cas à le concurrencer très sensiblement. Parce que rappelez-vous, nous avons connu Sentel, qui est devenu Tigo. Nous avons connu d'autres, et sur d'autres aspects, même sur le plan des transferts, hein, sur le plan des transferts, sans juger de ce que sont les uns les autres, Free aussi, Aïdara le disait quand même, a une certaine expérience d'implantation et a pu secouer l'écosystème. Mais là où on l'attend fondamentalement, c'est surtout au niveau de l'investissement lourd. Au niveau de l'investissement qui doit accompagner cette politique-là, comme c'est extrêmement important. Mais l'investissement qui doit sous-tendre tout ce que je viens de citer comme élément, c'est-à-dire le rapport qualité-prix, la couverture nationale, l'accessibilité. Et surtout de ne pas faire l'économie sur les emplois, donc les ressources. Et surtout de ne pas quand même un peu entrer dans le secteur et créer ce qu'on appelle un bug en termes d'emploi et les autres. Ce qui veut dire que donc l'investissement est fondamental pour pouvoir concurrencer et également casser un monopole qui existe depuis plus de 30 d'années. C'est l'investissement qui crée la croissance et c'est la consommation qui en est le moteur. Voilà. Donc il faut investir dans l'infrastructure, investir pour davantage de ressources data et offrir des services de qualité qui permettent aux clients de bien consommer et de développer et de casser les certitudes qui existaient déjà. Donc, messieurs, j'ai été très heureux de vous recevoir. C'est passé très vite. Je recevais Abdoulaye Seck, économiste du développement, qui était avec nous, et Mamadou Aïdara Diop. Je n'ai pas interrogé le militant de gauche, j'aurais aimé. Militant de gauche, syndicaliste, cadre à la santé. J'en profite d'ailleurs pour vraiment m'incliner à la mémoire du président Ahmad Dansokho, qui m'a couvé dès 1979, qui m'enfermait chez lui de 7h à 19h pour me faire rédiger des trucs qui a impacté. Je l'ai trouvé à Moscou, je l'ai trouvé à la rue des Écoles à Paris, je l'ai trouvé à Prague, je l'ai trouvé partout. Un homme énorme avec une grosse capacité de gestion des accords. Qui en ont fait un humaniste pur. J'allais refaire avec vous le débat sur la gauche. La gauche, caviar presque au Sénégal. Mais bon, on aura l'opportunité d'y revenir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Abdoulaye Seck, vous nous disiez, et vous l'êtes d'ailleurs spécialisé dans la gestion des risques financiers, mais c'est vous qu'on cherchait alors sur... avec vous, on aurait pu éviter Bernard Madoff, Jérôme Kerviel. Mais vous aviez bien dit que souvent la gestion des risques n'a de sens que si les risques existent. Vous voulez créer, vous trouvez les solutions. Merci d'avoir été avec nous. La bonne nouvelle, cette émission sera disponible sur le site